bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, devinette, elle est facile. Elle fut danseuse, chanteuse, espionne, résistante, militante, femme de paix et une maman pas comme les autres. Les éditions Nathan lui consacrent un Kididoc et on va en parler avec son auteur invité du Grand Oral, Jean-Claude Bouillon-Bacquer. C'est évidemment Joséphine Baker. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actus, dans les kiosques et programmes d'histoire. Aujourd'hui, avec le dernier numéro du magazine Archéo qui consacre sa une à François Ier. L'heure de la récré, toujours avec Emma, on va parler militantisme. Tiens, des élèves de CM2 sont révoltés. Pourquoi? Eh bien, vous verrez. Et puis rendez-vous en fin d'émission avec Amélie Paris pour les années collège. Avec elle, nous ferons le bilan de la semaine de la presse et des médias dans l'école. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand oral. Joséphine Baker est entrée dans le Panthéon des Cœurs longtemps avant d'entrer au Panthéon tout court. C'était en novembre 2021 pour ce qui est du Panthéon à Paris. Et si l'on reparle d'elle aujourd'hui, c'est à l'occasion de la sortie d'un Kididoc qui lui est consacré. Kididoc, vous le savez, c'est la célèbre collection de livres pop-up des éditions Nathan qui a demandé à Jean-Claude Bouillon-Bacquer de résumer pour les enfants à partir de 6 ans la vie incroyable de sa mère. Il est l'invité du Grand Oral. On est très heureux de l'accueillir. Vous aurez noté que j'ai fait attention depuis le début à dire Bacquer. Vous avez bien fait. C'est ça, hein? Parce qu'elle vous aurait repris. Ouais, vous m'auriez repris surtout. Je vous aurais repris parce qu'elle avait, chaque fois qu'un journaliste lui disait « Alors, Joséphine Baker... » Vous n'arrivez même pas à le dire, c'est extraordinaire. Baker. Ça voulait dire, si vous voulez, à quel point elle se sentait française, tout simplement. De façon de franciser son nom. Ouais. Vous savez qu'elle avait adopté elle a pris la nationalité française en 1938, donc elle avait la double nationalité par reconnaissance pour son pays d'adoption et son pays de cœur, qui en vérité était la France. Et d'ailleurs, j'ai deux amours, mon pays et Paris, mais parfois on entend mon pays c'est Paris. Mon pays c'est Paris, oui, c'est ça. Je pense que j'ai deux amours. Il y a beaucoup de variations sur cette chanson. Parce que j'ai deux amours, les enfants et les animaux, j'ai deux amours, etc. J'ai plein d'amour. Donc, et ce qui est vrai, c'est qu'elle a toujours démontré toute son existence. Vous savez que je suis le fruit du hasard. Bah alors moi, je sais, mais on ne sait pas forcément tous. Donc, vous êtes un de ces 12 enfants, je crois le 5e par ordre d'âge. Et vous formiez tous les 12 la tribu qu'elle appelait la tribu Arc-en-Ciel. Oui, on la forme toujours. Hein. Ouais. Et c'est elle qui a donné ce nom, je trouve très joli d'ailleurs, parce qu'il y a un côté en même temps, si vous voulez, un peu primaire, mais au bon sens du terme, tribu, et puis donc cette solidarité, et puis l'arc-en-ciel ouvert, si vous voulez, comme Nelson Mandela en son temps prônait la nation arc-en-ciel. C'est un de vos regrets d'ailleurs que les Mandela se soient jamais connus. Exactement, vous avez deviné dans mes pensées. Je ne lis pas dans vos pensées, je révise avant les émissions, j'ai un côté super scolaire. Non mais c'est vrai, on a inauguré il n'y a pas si longtemps un boulevard Joséphine Baker, parce que je dois vous avouer que toutes les semaines, il y a une inauguration quelque part. C'est formidable. Ça avait déjà commencé avant le Panthéon, mais là, vraiment, ça a pris une ampleur, que ce soit des lycées, des maisons intergénérationnelles, des boulevards, des avenues. Il n'y a pas une semaine où on n'est pas sollicité pour ça. Et alors, la dernière en date, c'était un boulevard en arc dédié à Nelson Mandela et celui à Joséphine en arc parallèle. C'est beau. Donc, et évidemment, je n'ai pas manqué de dire dans le discours, Nelson Mandela, ils ne se sont jamais rencontrés, ça aurait été des frères d'âme et non pas des frères d'armes. Et je pense que lui prenait la notion arc-en-ciel, la nation arc-en-ciel pour la réconciliation au-dessus du racisme. Et ma mère, c'était la même chose. Parce que vous étiez originaire de plusieurs nationalités, les 12. Je crois que originaire de France, vous étiez 3, c'est ça? Moi, je suis le Parisien, la fois quand même. J'étais choisi sur photo. Adopté juste avant 2 ans, parce que je crois que vous avez dit... Elle se faisait vous étiez du 23 ou je ne sais plus quoi décembre, elle vous a abonné le 21, parce qu'on se disait qu'il ne va pas faire son 2e anniversaire comme orphelin. Exactement. Ouais. Bien et alors sinon, il y avait un Japonais, un Coréen... Alors voilà, très vite, je ne vais pas... Non, on ne va pas tous sommer les gens avec ça, mais effectivement, ça part un peu, si vous voulez... Le Japon, les guerres de Corée, c'est souvent issu des guerres. Hein. C'est ça. Donc la première, c'est la guerre de Corée, chronologiquement, et puis ensuite, c'est la guerre d'Algérie, 2 qui sont aussi... Et puis il y a l'Afrique, il y a l'Amérique du Sud. En tout, ça fait 12 enfants. Et elle vous réunit tous au Milan. J'ai vu un panneau qui dit « Capitale du monde de la fraternité ». Une espèce d'utopie en acte. Mais concrètement, quand on habitait dans ce château... vous 12, elle qui n'était, j'imagine, pas toujours là, elle avait sa carrière, qui était une carrière internationale. Ça se traduisait comment, cette fraternité en acte? Ça voulait dire quoi?
Cette fraternité en acte, d'abord, que vous avez bien relevé tout à l'heure, qu'elle avait bien pris soin de prendre des enfants tout petits. Et c'est sa profession de foi lorsqu'elle s'adressait à des journalistes. Combien de fois j'ai vu lever le doigt et dire « c'est parce que j'ai vu des soi-disant adultes, des soi-disant ». C'est-à-dire par l'incompréhension qu'ils démontrent de ça, que j'ai eu l'idée d'adopter des tout petits enfants pour qu'ils s'élèvent ensemble dans la fraternité. Donc vous voyez, il y avait une sorte de profession comme ça. Il ne suffisait pas de vous mettre tous ensemble pour que vous vous entendiez bien quand même. Effectivement. Et puis vous étiez des enfants, donc il y a peut-être des moments où vous faisiez des bêtises, Non, où vous vous engueuliez les uns les autres, non? Il y avait surtout un doute. En grandissant, est-ce que nous n'allons pas nous renier, nous interroger, nous renier? C'était peut-être la hantise de ma mère, effectivement, et là-dessus, elle a eu complètement 100% raison, puisque ça ne s'est jamais produit, évidemment. On se considère comme encore plus peut-être que beaucoup de familles, comme des frères et sœurs à part entière. À quel moment vous comprenez ce que votre mère représente? Alors, sur la scène, je comprends lorsque j'ai 9 ans. C'est important, parce que c'est pas un endroit où on était conviés, hein, là, vous regardez sur scène. Et c'est au hasard, si vous voulez, où j'étais viré d'une école. C'était ma première école où j'étais viré à 9 ans. Mais il faut dire qu'elle m'avait expatrié en Suisse à 1000 km, donc j'étais très malheureux. Vous en renvoyez loin des Milandes. Voilà. J'étais loin des Milandes du paradis perdu. Et du coup, je me suis fait virer exprès. J'avais piqué du chocolat, bon, enfin un truc comme ça. Ce qui en Suisse est une activité. C'est un signe de bon goût en cette période, Pascal. Et elle chantait opportunément, elle chantait à Zurich ce soir-là. Et toute la journée, j'ai écrit dans mon livre, j'oscillais entre la peur, la crainte et l'espoir qu'elle me pardonne. Et quand j'ai vu dans cet hôtel, elle m'a ouvert les bras, et je suis sûr qu'au fond d'elle-même, elle s'est dit, décidément, elle était trop jeune pour aller partir en pension. Et là, vous avez réussi à rentrer au Milan. Et je l'ai vue sur scène le soir même. Et c'est là où j'ai découvert la grande diva, la Joséphine Baker. Le livre dont vous parlez, c'est Un château sur la Lune qui a été réédité lors de son entrée au Panthéon. On va en parler dans quelques instants. Si vous voulez bien, ce qui m'ensorcelle, c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. Jean-Claude Bouillon-Baker est l'invité du Grand Oral à l'occasion de la sortie aux éditions Nathan d'un Kididoc sur sa mère Joséphine. On se retrouve juste après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Emma, bonjour. Bonjour Emmanuel. L'actualité est dans les kiosques aujourd'hui avec le dernier numéro du magazine Archéo consacré à François Ier, un roi de France que l'on croise bien sûr dans tous les programmes d'histoire. Tout à fait. Il naît en 1494 à Cognac dans une famille de la grande noblesse française. C'est le petit-fils de Charles V qui a régné au XIVe siècle et le cousin du roi Louis XII alors en place. Dès son plus jeune âge, il est pressenti pour devenir roi car Louis XII n'a pas de fils. Il grandit au château d'Amboise et c'est un jeune homme très instruit. Il apprend l'histoire, la religion, le latin, l'italien, l'espagnol et le maniement des armes. Ce qui va se révéler utile parce que c'est un roi belliqueux et dès le début de son règne, François Ier. Mais lorsqu'il est petit, sa mère lui choisit comme emblème une salamandre qui se nourrit de feu et qui résiste. Et cela correspond bien à la personnalité de François Ier qui aime la guerre, qui a soif de conquête. Il veut marquer l'histoire. Il devient roi à 20 ans à la mort de Louis XII et dès le début de son règne, il veut frapper un grand coup et récupérer des territoires qui ont appartenu autrefois à la France. Cap donc sur l'Italie, où il veut conquérir le duché de Milan. Oui, l'Italie. Petite obsession des rois de France, l'Italie, quand même. Tout à fait. Petite. Toute petite. Les prédécesseurs de François Ier, Charles VIII, Louis XII y sont allés. Son successeur, Henri II, ira aussi. Petite passion Italie. En une soixantaine d'années, les rois de France y mènent 11 guerres, donc cap sur Milan pour François Ier. Et là, 1515, Marignano. Mais oui, la fameuse bataille dont je vous avais déjà parlé. Marignan, petite ville située à côté de Milan, bataille sanglante, 16 000 morts en 16 heures. Victoire française qui a des répercussions très positives pour la France, puisque ça lui permet de gagner un prestige international et de placer la France dans une bonne posture. Il faut dire que cette bataille de Marignan, elle est utilisée à des fins de propagande tout au long du règne de François Ier pour acter ce prestige, alors même que les premières défaites arrivent. Tout à fait, à commencer par celle qui l'oppose à son ennemi de toujours, Charles Quint, à la tête du Saint-Empire romain germanique. Tous les deux ont l'esprit de conquête, ce qui mène forcément à des guerres. François Ier est capturé par les troupes de Charles Quint avant d'être libéré en laissant 2 de ses fils en otage, mais les tensions restent vives tout le long de son règne. Un règne qui est aussi marqué par une modernisation de l'État. Oui, notamment avec une réforme très importante. Pour mieux contrôler l'administration de l'État, François Ier impose l'usage du français dans tous les textes officiels au détriment du latin. En plus, à cette époque, en France, il existe plein de patois différents. Donc ce texte de loi pose une première pierre à l'édifice pour l'unification politique autour d'une même langue, le français. On ne va pas pouvoir tout dire sur François Ier, mais on ne peut pas refermer cette chronique avant d'avoir parlé de son rôle et de son apport aux arts et aux lettres. Oui, grand
grand collectionneur d'art, François Ier, de la peinture à la sculpture en passant par les livres. Il importe le style Renaissance en France. En 1516, il invite Léonard de Vinci à s'installer en France en le nommant Claude premier Lucet, peintre, oui, oui. ingénieur et architecte du royaume. Le roi fait décorer tous ses appartements à la mode italienne. C'est sublime, c'est fastueux, il est très dépensier, il reçoit en grande pompe. Il fait par exemple agrandir le château de Chambord où il crée, vous savez, cet escalier à Double révolution. Célèbre parce qu'il permet à une personne de monter sans croiser celle qui descend. Il développe aussi, c'est important, la bibliothèque royale dans son château à Blois, où il fait venir de nombreux manuscrits étrangers. Il est le roi protecteur des écrivains. Je vous parlais de Rabelais il y a quelques jours, mais voilà. Il fonde aussi le Collège des lecteurs royaux, qui existe encore aujourd'hui sous le nom de Et c'est le Collège de France. Eh oui. Emma, Voilà pour merci François beaucoup. Et allez visiter tous ces musées, le Clos Lucé notamment, la résidence de Léonard de Vinci. Ça a été extrêmement bien aménagé. Emma, merci. Merci. On se retrouve tout à l'heure. Oui. Une petite récré Une petite récré, bien sûr. revendicative. Vous allez voir. Forcément, grand oral. Héroïne de guerre, combattante, danseuse, chanteuse, noire défendant les noirs, mais d'abord femme défendant le genre humain, américaine et française, Joséphine Baker mena tant de combats avec liberté, légèreté, gaieté, fulgurante de beauté et de lucidité dans un siècle d'égarement. Elle fit à chaque tournant de l'histoire les justes choix, distinguant toujours les lumières des ténèbres. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron avait ouvert son discours lors de l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, mais la France n'a pas toujours été tendre avec elle quand même. 15 mars 1969, il se trouve que c'est une date qui m'est familière pour d'autres raisons, elle est toute seule, en robe de chambre, sous la pluie, sur les marches des Milandes. Effectivement, c'est la première page de mon livre. Excusez-moi de revenir sur le Non, livre, mais parce c'est là que que je l'ai appris, donc vous pouvez y aller. je commence par la fin, pour Ouais. ainsi dire. Après, Pas il y a tout à quand fait même- la fin, parce après, il y a qu'elle la est- Renaissance et le Oui, voilà. Phénix qui renaît, si vous voulez, pendant Ouais. quelques années à Monaco, avec son ami Grace Kelly. Mais effectivement, c'est l'image la plus terrible de son existence. Et évidemment, tout concourt à, si vous voulez, une sorte de, comment dire, elle est abandonnée par la Providence, elle est abandonnée par l'histoire, elle est abandonnée. La date est épouvantable, puisqu'on est au mois de mai, les événements de 68, De Gaulle veut faire quelque chose pour elle, mais lui-même, il est en situation très délicate, évidemment. Donc, et puis, elle Parce que le truc, parce que pour ceux qui n'ont pas l'idée, c'est qu'elle est ruinée. Elle Elle est- doit de l'argent au fisc, elle a fait, bon, elle a pas géré ça de manière Alors, parfaite. c'est un alliage Voilà. des deux, si vous voulez. Oui, c'est ça, En même temps, voilà. c'est pas une gestionnaire, en même temps, elle a été volée Voilà. au coin du bois. Donc, Ouais, puisque on a retrouvé, on sait bien maintenant que ça a été vendu au 10e de sa valeur. C'est ça, Donc, c'est-à-dire le que domaine, ouais. personne n'a levé les enchères, si vous voulez. Ils se sont tous répartis. Ils ont dépecé, en fin de compte, C'est ça. les Milan. Parce que vous parliez tout à l'heure du château, mais Il y avait un vérité, parc c'est- d'attractions aussi. Oui, mais la vérité, c'est que c'est une entité pour Joséphine Baker et Jean Bouillon. C'était le village qui était important, puisqu'on était accueillis en disant village du monde, C'est ça, capitale de la c'est fraternité ça. universelle. Donc, au fil des ans, tout ça est devenu, si vous voulez, une sorte de sanctuaire, si vous voulez, de la fraternité, où elle voulait édifier jusqu'à son dernier souffle là-bas, sur place. Il y avait des plans qui étaient établis pour monter un collège de la fraternité universelle avec des boursiers du monde entier. Donc, elle c'était une vraie rêvait utopie, d'utopie c'était une vraie utopie. jusqu'à la fin. Dans le Périgord. Hein. Vous y êtes pas souvent retourné au château? Si. Si, quand même. Hein. Mais la première fois où je suis retourné, je ne suis pas retourné avant l'âge de 36 ans, effectivement. ça. Oui, c'était un peu douloureux, c'est vrai. Mais c'est une histoire, mais là-bas, le château est consacré exclusivement à la vie de Joséphine Baker. Ouais. C'est un musée. C'est bien ce qui est fait aujourd'hui, non? C'est très bien, parce Ouais, que on va recommander la visite c'est une maintenant, parce que ça a été véritable revendu. admiratrice. Voilà. Et, Ça a été revendu à des et on personnes le- un peu plus sympathiques que voilà, celles qui c'est avaient la dépecé. quatrième. C'est la quatrième. Ouais, voilà. Mais elle, Angélique, on est amis avec. Il n'y a aucun problème. Ah, c'est chouette. En dehors de la mère, quelle Joséphine Baker Baker, pardon, je fais attention pourtant. Je dis, mamie, regard noir. Je fais super gaffe. Boulanger, boulanger, c'est tout. Laquelle vous impressionne le plus? L'artiste, la résistante, l'espionne, la militante? Je trouve que quand même, comment dire, elle a toujours dit, et vraiment avec une grande humilité, qu'elle avait eu beaucoup de chance. Je parle sur la carrière artistique, évidemment. Après, c'est un choix. Le reste, c'est de l'engagement. Ça, c'est plus de la chance. S'engager dans la résistance en 1940, au premier jour de la guerre, et Dieu sait s'ils n'étaient pas nombreux à le faire, à vouloir rejoindre le général de Gaulle, à s'engager dans les services secrets, donc agent de deuxième bureau, honorable correspondant, comme on disait, pour ne pas dire espion, et quand même à l'arrivée, 5 médailles militaires, dont la Croix de guerre avec Palme et la Légion d'honneur à titre militaire. Qu'elle aimait beaucoup porter.
Son uniforme, ses décorations. Disons que c'était le costume qu'elle préférait, son costume de scène qu'elle préférait dans la vie. Voilà. Avec, ai-je découvert, alors il faut un Kiddy Doc. Vraiment, tout le monde sait ce que c'est qu'un Kiddy Doc, mais je vous le montre quand même. Vous savez, c'est un livre pop-up. Pop-up, il y a des surprises. Et donc, par exemple, quand vous allez à la page de la résistance, l'espionnage, pardon, clac, vous soulevez ça, c'est le coffre à partitions. Voilà. Et sur les partitions, zou. Merde. Oh, zut, flûte. La honte. Oups. Hop, une tirette, parce qu'il y avait un message écrit à l'encre sympathique sur les partitions. Vous vous rendez compte de ça? Fantastique. Donc elle a fait passer des informations secrètes, ultra sensibles, sur les partitions. Donc c'est autant romanesque que dangereux et historique. Enfin, ces aventures d'espionnage, vous les racontez un peu? Oui, bien sûr. Les soirs au coin du feu, il y a les 12 enfants, maman raconte. Non, elle ne racontait pas beaucoup d'histoires de la guerre. Nous, elle se cantonnait à la mer. Hein. C'était déjà pas mal. Et elle avait tendance un peu à gommer cette histoire de la jeune fille ceinturée de bananes, si vous voulez. Mais oui, qui est l'image d'Épinal. Non, mais si vous voulez, elle était passée à autre chose. C'est son arrivée à Paris, c'est la revue Nègre à l'époque, on disait comme ça. Ouais. C'est plutôt le triptyque avec le plus. Ah oui, pardon. Je crois. Mais je pensais au jeu. Oui, ça c'était quand elle dansait le Charleston. Elle montre, voilà. Voilà. Ça, c'est à New York. Et c'est ensuite lorsqu'elle arrive, voilà. Absolument, bientôt la France. Voilà, et ça y est, on y est. Et là, elle est là. Là, on la voit. Donc, effectivement, on ne peut pas être plus suggestif, si vous voulez, avec une ceinture de banane. Ouais. Mais à l'époque, ça a été une révolution, quoi. Et je crois qu'en plus, c'est ça, en une soirée, elle devient la coqueluche de tout Paris. Complètement. Ça s'est fait extrêmement vite. Incroyable. Et c'est pour ça qu'elle dit qu'elle a eu beaucoup de chance. Elle est tombée, je pense, opportunément dans le sournois artistique qui rayonnait dans le monde, qui était les années folles. Tout ça. Il n'y a pas d'âge pour se familiariser avec la vie et le destin des grands personnages de l'histoire. Vous pouvez donc mettre entre les mains des enfants dès l'âge de 6 ans ce Kiddy Doc des éditions Nathan consacré à Joséphine Baker. On continue à en parler avec Jean-Claude Bouillon. Baker après la récré et Maguessel. Emma, en cette heure de la récré, vous nous parlez d'une révolte que vous avez surnommée la révolte des poulets. Ben oui, parce qu'on trouve des pépites sur les réseaux sociaux, Emmanuel, notamment sur Twitter. C'est une maman qui a partagé la lettre de révolte écrite par son fils et son ami, tous les deux en classe de CM2. Je peux vous dire que le militantisme commence très tôt. Regardez comme ils ont bien fait les choses avec ce magnifique poulet rôti en arrière-plan. Nous sommes frustrés de n'avoir qu'un petit morceau de viande, donc quasiment que du gras à la cantine. Parfois, nous demandons un peu plus de viande et du poisson. Ils nous répondent « Fini ce que tu as et tu reviendras ». Donc, nous retournâmes à notre place. Alors oui, usage du passé simple, s'il vous plaît. Bien sûr, langue soutenue. Savant et surtout gros ras-le-bol de n'avoir que du gras quand même, alors qu'ils prennent de la viande à la cantine. D'accord, c'est vrai que c'est pas cool, mais ils l'ont envoyé à qui la lettre? La directrice de l'école. Ah oui, quand même. Ils demandent même un rendez-vous à la fin de la lettre en signant cordialement. Depuis la lettre, quand même, ils ont réussi quoi. Elle a fait le tour de l'école, ils ont recueilli plein de signatures de plein d'élèves et même des profs. La directrice a dit qu'elle rencontrerait le directeur de la cantine et qu'elle allait lui parler. Ça se passe la semaine prochaine, donc je vous donnerai des nouvelles. Vous voyez que l'engagement citoyen commence dès le plus jeune âge, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Merci. Nos passarans, vive la Révolution. Grand oral. Je ne suis plus une jeune femme, mes amis. Ma vie est derrière moi. Le feu qu'il y avait en moi commence à décliner. Avant qu'il ne s'éteigne, je veux utiliser ce qu'il en reste pour allumer le feu qui est en vous, afin que vous puissiez continuer, afin que vous puissiez faire ces choses que j'ai faites. Alors quand mon feu sera consumé et que j'irai là où nous allons tous, je pourrai être heureuse. Extrait. On est en août 63, et ça, je l'ai découvert en vous lisant, j'avoue, j'ignorais. On est donc en août 63, on est à Washington, Joséphine Baker prononce ces mots sur le Mall, à la fin de la Grande Marche pour les droits civiques, elle est vêtue, c'est pour ça que j'y faisais allusion, de son uniforme de la France libre, et juste... Elle finit son discours, il y a une ovation, et juste après monte en scène Martin Luther King, qui prend la parole. Et là, j'allais te dire, pas de chance pour la postérité, il commence en disant « I have a dream », et c'est effectivement le discours absolument magnifique aussi de Martin Luther King, et qui va rentrer dans l'histoire. Mais ce combat qu'elle mène formidablement, il est toujours d'actualité. Ah bah oui, mais évidemment, mais là, on est vraiment au cœur de la ségrégation la plus féroce, si vous voulez, et le pasteur, si vous voulez, il a fait trembler le colosse de la ségrégation après les manifestations de Montgomery, etc. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il se trouve que le pasteur Martin Luther King et sa femme Coretta King vont devenir très amis avec Joséphine.
Joséphine est persona non grata aux États-Unis. C'est ça qu'il faut rappeler. Oui, elle a été 2 secondes. expulsée parce qu'elle a Des idées accusées de etc. voilà. Oui, mais comme son ami Charlie Chaplin. C'est ça, Ils ont le été macartisme. tous les deux. Oui, on est en plein macartisme, évidemment, la chasse aux sorcières. Et elle revient, elle a une dérogation pour revenir, qui a été donnée par l'attorney général qui est Robert Kennedy. Elle ne l'oubliera pas parce que je suis allé à l'enterrement de Robert Kennedy. On est en 68. Et zou, par reconnaissance. viens Jean-Claude, on file à l'enterrement. Il n'y avait qu'un avion. Il y avait un avion qui un partait. seul avion Ouais. et il était pour nous à New York. Ouais. On est en mai 68. Ça, c'est des Joséphine. La reconnaissance pour celui qui lui avait donné un visa de rentrée pour aller à cette marche extraordinaire qui a bouleversé, si vous voulez, et qui a donné 2 ans plus tard les civil rights, enfin les droits civiques. Ouais. Signé par un Texan d'ailleurs qui s'appelait Par Johnson, et non pas Kennedy, mais qui s'était fait assassiné, assassiner entre-temps. Elle est arrivée en France en 1924 ou 25, d'ailleurs je ne me souviens plus, 25, partagée entre soif de liberté et préjugés coloniaux. C'est ce que disait Emmanuel Macron. Mais ce combat pour les droits civiques, c'est quand même le combat qui parcourt toute sa vie. Elle est noire. Ouais. On l'oubliera pas. Elle arrive, elle arrive en France et on lui tient la porte. Enfin, je caricature un peu, mais on ne l'accueille pas pareil qu'aux États-Unis quand même. Ah ben absolument et d'où son coup de cœur pour la France. Mais comment dire, elle avait plus qu'un amour pour la France, autre chose. C'était un sentiment. Il faut aimer la France pour elle. Parce que quelqu'un qui vient de l'extérieur, elle n'était pas la seule qui était venue des Noirs qui venaient, qui s'aimaient déjà après la Première Guerre mondiale, qui étaient restés sur le sol français, qui se sont aperçus qu'ils étaient traités à part entière aussi. Mais elle, lorsqu'elle arrive, non seulement, en anglais, ils ont dit « she became a sensation ». En une nuit, elle est devenue unique. Une nuit, alors que ce n'était pas la star de la revue Nègre. C'était une petite girl que Paul Colin, l'affichiste célèbre, a choisi comme ça dans la foule, dans la troupe. Et puis le soir, il l'a fait poser dans son atelier, La République. Et il a voulu qu'elle se mette toute nue, ce qui l'a fait pleurer au début, parce qu'elle était quand même un peu puritaine. C'était une Américaine, n'est-ce pas? Et puis après, instinctivement, elle a très bien compris qu'il fallait le faire. Et après, voilà, c'était d'un point de vue artistique. Mais elle va jouer, quand on voit, parce qu'il y a des archives de tout ça, elle a une façon extraordinaire, en se mettant à loucher, en faisant des mines. Elle était déjà comme ces mimiques-là, elle les avait déjà expérimentées. C'est pour ça que je tiens toujours à dire que elle a 19 ans lorsqu'elle arrive à Paris, mais elle a déjà 7 ans de métier derrière elle, si je puis dire. C'est-à-dire, elle est déjà sur les routes américaines. Alors, elle est trop jeune pour danser. Alors, on va se contenter d'en faire une petite couturière. Et puis, au pied levé, elle va remplacer une girl. Toujours de la chance. Il faut une girl qui est enceinte. Et puis, elle va remplacer au pied levé. Et elle y va. Elle a le culot. On la blanchit. On lui met de la poudre de riz. On la rehausse un peu parce qu'elle est petite. Et voilà. Et ça commence comme ça. Et si je parlais des mimiques, c'est que c'est une façon, parce que vous parliez du fait d'avoir posé nu, mais que c'était aussi une façon de désérotiser le regard. C'est-à-dire qu'elle a joué de tout ça pour ne pas se transformer en femme-objet à l'époque. D'une part, et puis secondo, c'est vrai qu'elle n'avait pas une immense conscience, et on ne peut pas lui reprocher de la France coloniale de l'époque. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile de dire, oui, mais enfin, elle faisait un peu le jeu des Blancs ou des colonies. Non, mais non. Joséphine Baker, c'était une starlette, enfin une star, joyeuse, heureuse, enthousiaste, qui sortait de la misère. Et c'est ensuite, petit à petit, qu'elle a pris conscience de tout ça, évidemment. Donc, et elle s'est bien rattrapée en nous adoptant, justement, donc en donnant cet exemple au monde entier, quoi. Un petit mot avant d'accueillir Amélie Paris. Jo Bouillon. On n'en parle jamais. Il ne faut jamais l'oublier. Regardez, je porte les 2 noms. C'est par hommage pour eux. Et bien alors, c'est votre père. C'est mon père. Il était musicien, violoniste, ce qui me le rend encore plus sympathique. C'est un monsieur qui a sacrifié, entre guillemets, sa carrière pour Joséphine. C'est-à-dire, il avait un big band, donc c'était un band leader. Il avait un grand orchestre comme Ray Ventura, etc. Il a posé son violon, il avait à peine 40 ans. Ils se sont mariés en 1947 à la chapelle des Milandes. Et il a dit... Et c'est une interview radio, parce qu'il n'y avait pas de télé à l'époque, je vais faire un village de rêve pour ma femme. Et voilà. Et il a mis 10 ans pour édifier des... Donc, hommage aussi à Jo Bouillon. Dans cette aventure extraordinaire. Vous restez avec nous? Bien sûr. Les années collège avec Amélie Paris. Merci Emma. Merci. Amélie. Les années collège avec Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Professeur documentaliste et journaliste. La 34e semaine de la presse et des médias dans l'école s'est tenue du 27 mars au 1er avril dernier. En tant que professeur documentaliste et donc experte des sciences de l'information et de la communication, vous avez eu, j'imagine, un rôle important, voire central à jouer pendant cette période. Oui, et pas
qu'à ce moment-là, hein, d'ailleurs, parce que la professeure documentaliste, alors je dis... Voilà. Mais parce que justement, je viens d'apprendre que 86% des professeurs Ah ouais, documentalistes... bon, on va sont dire d'accord. là maintenant. Allez, Donc la zoom. professeure documentaliste, Écriture inclusive. elle a plusieurs missions. Et, Énormément. Qu'on ne connaît pas toujours très bien. On ne connaît pas toujours très bien, et dont l'une est de sensibiliser les élèves au décryptage de l'information et à la lutte contre les fake news. Donc c'est une éducation qui est cruciale et qui participe au développement de l'esprit critique des élèves. C'est donc l'éducation aux médias et à l'information. L'EMI, quoi, comme dans Clémy d'ailleurs. Exactement, oui. Et quand je dis crucial, je ne le dis pas pour rien. Vous imaginez comme c'est important depuis l'arrivée d'Internet et des réseaux sociaux où les fausses nouvelles circulent à très grande vitesse. Mais l'EMI sert aussi à aider les élèves à se repérer dans la jungle informationnelle qui les entoure. Donc votre quotidien de professeur documentaliste, c'est de favoriser l'acquisition par tous les élèves de cette culture de l'information et des médias. Vous vous y prenez comment? Oui, c'est bien mon quotidien. Merci de le... C'est un long combat. Voilà, et ça ne se limite pas à la semaine de... de la presse à l'école, bien sûr. Des médias dans les écoles. Alors, le problème, c'est que l'EMI, c'est pas inscrit à l'emploi du temps. Alors, ça dépend, ça change en fonction des établissements. Dans certains établissements, l'EMI est inscrit à l'emploi du temps des élèves de 6e. Donc, il n'y a que les élèves de 6e qui peuvent avoir une vraie progression. Parfois, il y a des classes médias dans certains établissements. Donc là, c'est juste pour la classe. Parfois, c'est certains professeurs de discipline qui s'emparent de l'EMI, ou parfois, ce sont les professeurs documentalistes comme moi. Mais alors là, il faut jongler avec les collègues de discipline. Donc, c'est pas toujours facile. Et je lisais récemment une collègue qui écrivait que l'EMI, c'était du saupoudrage. Et c'est exactement ça. D'où la vertu quand même de cette semaine de la presse et des médias à l'école. Oui, qui est quand même une très bonne initiative et qui permet aussi d'inviter des journalistes à rencontrer les élèves ou d'emmener les élèves dans des rédactions. Et donc, c'est une mesure qu'a lancée récemment aussi le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, je le cite, tous les élèves du cycle 2 jusqu'à la terminale doivent bénéficier d'une action d'éducation aux médias et à l'information qui pourrait être une visite d'un journaliste. Oui, même si cette éducation doit aller au-delà. Et donc nous... Vous avez fait comment, Utrio, d'ailleurs, concrètement? Alors, comme ça durait une semaine, j'ai fait venir des journalistes tous les jours sur une plage horaire de 2 heures, de différents médias. Donc, on a eu SoFoot pour la presse écrite, on a eu France Culture pour la radio et France TV pour la télévision. Beau casting. Ouais, très beau casting. Et donc, on a essayé de faire participer le plus d'élèves possible en priorisant les élèves de 4e, puisqu'au programme de 4e, il y a Agir sur le monde, informer, s'informer, déformer. Et ces rencontres ont été vraiment très intéressantes et elles ont permis aux élèves de comprendre et de décrypter l'univers des médias, mais aussi de développer leur goût pour l'actualité. Dans votre CDI, on peut apprendre à lire la presse. D'ailleurs, il y a des journaux qui ont plus de succès que d'autres, soit que vous mettez vous en avant, soit que les élèves demandent plus. Alors, pour la presse écrite, tout ce qui est médias, SoFoot marche très bien, mais sinon, moi, j'ai aussi des livres, des documentaires qui sont sur l'EMI. Donc, je vous en ai sélectionné 3 qui marchent très bien auprès des collégiens. Donc, le premier, c'est Internet aussi, c'est la vraie vie de Lucie Ronfon-Hazard et illustrée par Myriam Mal, une illustratrice que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé ici, qui a été publiée en 2022 par La Ville Brûle. Donc là, c'est une véritable invitation, loin des préjugés, des idées reçues, pour aider les ados à porter un regard lucide, voire critique sur leur vie en ligne. Deuxième livre, S'informer comment? Exactement, de Sophie Eustache et Élodie Perrotin, publié en 2019 aux éditions du Ricochet. Donc là, c'est un mode d'emploi qui est assez efficace pour faire le tri de manière intelligente face à la déferlante de l'information sous forme de questions-réponses. Et puis le troisième, c'est quoi les fake news? Donc là, on est vraiment au cœur de la question. Sur les fake news, publié en 2019. Et là aussi, c'est sous forme de questions-réponses parce que ça marche très bien. Et là, en plus, avec de la bande dessinée, donc on a des questions comme comment se propagent les fake news, comment vérifier une image, comment apprendre à ne pas se laisser manipuler et comment devenir un citoyen averti et responsable. Eh ben, on est une documentaliste comme vous. C'est formidable. Amélie, merci beaucoup. On fait quand même un pont avec l'histoire, la presse, l'éducation. Ça avait un rôle absolument essentiel pour Joséphine Baker. J'ai cité le début de son discours à Washington en 63, mais elle termine sur le fait d'écrire, sur le fait de transmettre, sur le fait d'éduquer. Oui, et on vient de rééditer son discours, je tiens là, juste une seconde. Bien sûr. Juste avec Pap Ndiaye, justement, j'ai fait une interview croisée avec lui avant qu'il ne devienne ministre. Quelques mois, il ne le savait pas qu'il allait le devenir, il était directeur général du musée de l'immigration. Et c'est une petite maison d'édition qui s'appelle Descartes, donc qui a décidé d'inaugurer sa collection par les plus beaux discours du XXe siècle. Et donc, ils ont pris le premier, c'est Joséphine Baker, à Washington. Donc, je l'ai vraiment en mémoire, si vous voulez. Il est tout à fait exhaustif, traduit en anglais et en français. Et effectivement, à la fin, elle exhorte, si vous voulez, les jeunes générations, parce qu'elle dit, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, que sa vie est un peu derrière elle, et qu'elle a beaucoup combattu, que les jeunes générations, parce qu'on a encore
la société américaine noire est écartelée entre Malcolm X, etc., des tenants de la violence, et puis d'autres qui sont tenants de la paix, comme Martin Luther King. Donc, à la fin, battez-vous avec un stylo, par l'éducation, vous obtiendrez exactement tout ce que vous voudrez. Eh bien, le combat. Oui, c'est du Zola et du Hugo. Hein. Ouais, c'est très beau en tout cas. Le Kididoc, Joséphine Baker, signé Jean-Claude Bouillon-Baker. Vous pouvez lire aussi le livre de Jean-Claude Bouillon-Baker. Évidemment, j'ai plus la référence sous les yeux, mais on l'a cité 3 fois. On le trouve facilement. Jean-Claude, merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Amélie, merci aussi. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec à la préparation de l'émission, assistée par Dylan Coller. Encore qu'on ne sait plus qui assiste qui de nos jours. Au son, Maxence Mougin, à la réalisation, Raphaël Morel. Vous restez sur School TV et vous retrouvez La Quotidienne en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.